Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des Experts au féminin. Retour des vacances et donc retour de nos chroniqueuses de chic et de choc. Bonsoir mesdames. Bonsoir Axel. Maëlle, Félix, Henri, les vacances se sont bien déroulées? Très bien, merci. Bon, des vacances pour les enfants surtout, mais en tant que chef d'entreprise, pas vraiment. Alors, tout va très bien toujours du côté d'Iresa? Oui, parfaitement bien. Nous commençons les nouvelles formations. Effectivement, c'est un grand plaisir de retrouver les entrepreneurs. Parfait. À vos côtés, Joëlle Badralou qui nous revient toute fraîche de la Suisse. Joëlle, alors, ce voyage en Suisse? Ressourçant. C'était des vacances très intéressantes, vraiment passionnantes. Retour du voyage, donc très ravie. Parenthèse. En tout cas, vos stories sur Instagram étaient extraordinaires. On a pu voyager avec vous. On rappelle que vous êtes blogueuse voyage, lifestyle et food. Donc, c'est toujours un plaisir de vous suivre et ça fait rêver. Merci beaucoup. Alors, face à vous, Amanda Collangean. Bonsoir, Amanda. Alors, ces vacances, on ne vous a pas trop manqué, j'espère, non? Oui, beaucoup. Ça a été long, mais c'était aussi reposant à la maison avec ma petite. Très bien. Alors, on excuse notre chroniqueuse Cindy Bajazet, qui malheureusement est retenue sur un chantier professionnel ce soir. C'est cela aussi la vie de Boss Lady. Et Cindy vous envoie ses salutations et sera bientôt parmi nous. Alors, nous sommes le lundi 7 mars, veille de Journée internationale des droits des femmes, et nous avons voulu vous présenter une invitée principale qui a un parcours inspirant, qu'elle puisse vous donner envie également, mesdames, mesdemoiselles, qui nous suivez ce soir, de pouvoir vous dépasser, d'oser et de créer sur mesure votre réussite. Alors on accueille ce soir Marie-Agnès Ramrani, directrice de la communication et RSE d'Orange Antilles-Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur ce plateau avec nous. Alors, vous êtes depuis 4 ans la directrice de la communication et RSE d'Orange Antilles-Guyane. En quoi consiste exactement vos missions? Alors, en tant que directrice communication et RSE, je suis chargée de mettre en place une stratégie qui va mettre en valeur et toujours faire rayonner notre marque, tant sur le plan communication que sur le plan RSE, de déployer les plans de communication, mais aussi nos partenariats, nos actions de sponsoring, les relations publiques, puisque nous avons aussi l'équipe relations presse, et tout ce qui est nouvelles technologies, tant en interne qu'en externe, bien sûr. Très bien. Alors, la RSE, c'est vrai que le grand public n'est pas toujours sensibilisé à cela. Responsabilité sociale des entreprises, de quoi s'agit-il exactement? Alors, le grand public, en effet, ça peut paraître 3 lettres insignifiantes. Par contre, on est tous sensibilisés à nos grands enjeux environnementaux et climatiques, mais aussi à l'engagement que les sociétés doivent prendre pour rayonner sur le déploiement et le développement économique des régions sur lesquelles elles exercent leur activité. Orange, en tant qu'opérateur, est conscient de son impact sur l'environnement et le climat, et de fait s'est engagé, en plus des figures imposées, parce que oui, il y a des figures imposées, mais on s'est engagé et on va au-delà, et en plus c'est devenu un de nos engagements dans notre stratégie groupe. Très bien. Voilà. Alors, c'est vrai que monsieur et madame tout le monde ont toujours une idée de cette légèreté autour des métiers de la communication. C'est vrai que les séries télé aussi ont contribué à cette image préconçue et qui a ce côté très glamour et qu'on n'a pas besoin d'être forcément qualifié pour faire de la communication. Quelle est la réalité de ce domaine ? Alors la réalité est tout autre, hein, mais il n'y a pas que monsieur et madame tout le monde qui se soit fourvoyé sur le rôle des communicants. Les entreprises aussi ont beaucoup commis ces erreurs, puisqu'ils mettaient à la communication, faut le dire, hein, le côté glam des jeunes femmes, sans trop les accompagner. Et après s'étonner du résultat. La com est un métier, d'ailleurs ça a été mon hashtag pendant un moment, hashtag la com est un métier, et il s'avère que
Cette profession, elle est transverse à l'entreprise. Vous avez accès à toutes les informations, à toute la stratégie de l'entreprise, puisque vous devez la traduire en actions concrètes auprès des salariés, auprès de vos clients. Donc, de fait, il faut que ça soit quelqu'un qui sache prendre de la hauteur, qui soit capable d'analyser des situations et surtout d'anticiper, gérer une communication de crise, parce que ça aussi, ce n'est pas la partie la plus facile. Donc, de fait, il faut qu'on s'appuie sur des gens qui ont une expérience professionnelle. Et aujourd'hui, on voit que la tendance des entreprises est carrément à l'inverse, puisqu'on va chercher des gens qui ont déjà un parcours au sein de l'entreprise ou d'une autre entreprise, mais qui ont vu plusieurs aspects, plusieurs facettes et qui connaissent plusieurs métiers de l'entreprise de façon à déployer une stratégie qui soit adaptée à tous les salariés, puisque la communication s'adresse avant tout aux collaborateurs et aux clients. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que quand ça marche bien en interne, forcément, en externe, ça se voit. Tout à fait. Donc cette maîtrise, elle est nécessaire. Voilà, cette maîtrise, elle est nécessaire. Alors, quels sont les enjeux d'une direction comme la vôtre au sein d'un groupe comme Orange Caraïbes? C'est un groupe que tout le monde connaît, qui fait partie de notre quotidien, mais on n'imagine pas forcément qu'Orange ait besoin de communication. Quels sont les véritables enjeux? Les véritables enjeux, c'est déjà de faire... de positionner la marque en tant que marque leader et le rester, parce que c'est un combat, hein, c'est un enjeu très, très important. Embarquer tous nos salariés autour de notre raison d'être, parce que la raison d'être de la boîte, on l'a conçue avec les collaborateurs. Nous sommes un opérateur qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique et responsable. Donc derrière cette raison d'être, il faut qu'on embarque tous les collaborateurs qui deviennent aussi les ambassadeurs de ce que nous faisons, de ce que nous voulons être et qu'ils le fassent savoir à l'extérieur. Très bien. Parlons de votre parcours. Alors, vous êtes donc, je le rappelle, pour ceux et celles qui nous rejoignent, directrice de la communication et RSE d'Orange Caraïbes. Quel est le parcours, le cursus académique que vous avez suivi avant d'y arriver ? Alors, déjà, comme cursus académique, moi j'ai une licence de langue étrangère. Après, vu que je ne souhaitais pas m'orienter vers certains métiers un peu prédestinés, à savoir les traductions, le professorat, à l'époque, il y avait des années spéciales, je crois que ça doit exister toujours, les écoles de commerce proposaient des années spéciales en management que j'ai suivi à Paris avec une option métier du tourisme, management des métiers du tourisme, ce qui m'a permis de commencer ma carrière d'ailleurs dans ce secteur-là. Et bien sûr, j'ai profité régulièrement de formations internes sur la partie management des IRP puisque le besoin s'est fait sentir. Et puis, ma grosse fierté, ça a été aussi l'ESSEC-EMA, parce que comme jeune, je rêvais de faire une école de commerce. Donc là, j'ai eu l'opportunité de faire par le cursus interne et de terminer major de ma promotion avec les félicitations du jury. Excellent. Alors que c'était une semaine par mois à Paris. Donc je partais du vendredi au vendredi pour travailler mon parcours et là j'en ai été pas peu fière. Très bien. Donc un cursus académique orienté sur l'Hexagone. C'est vrai que lorsque nous préparions l'émission, vous nous avez beaucoup parlé de ces années. On connaît les discriminations que peuvent subir les étudiants ultramarins en France hexagonale. Est-ce que cela a été pour vous au contraire une source de dépassement de soi ? En tout cas, moi, je l'ai vraiment utilisé comme une force. Ouais. Et je me suis toujours dit, je serai là où tu ne m'attends pas. Mais les commentaires, je les entendais même pas. Voilà, non, j'ai vraiment tout utilisé comme une force. C'était même devenu un jeu. Quand je travaillais chez Lufthansa, que j'avais rendez-vous avec des fournisseurs ou des clients et que j'arrivais, je descendais, je disais Marie-Agnès Ramrani, j'ai rendez-vous avec. Je voyais les gens se tasser dans leur siège parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir cette grande blague en face d'eux. Et je disais, mais c'est qui ? C'est vous, je crois. Ah oui. Ils me suivaient, prenaient un ascenseur dans les tours de la Défense, vous imaginez, pas un mot.
ça se détendait au rendez-vous, mais moi, on en avait fait une vraie blague avec mon assistante. Des fois, je lui disais, allez, c'est toi qui descends. Et on va lui faire le scoop en haut. Non. Ça, oui, on l'a vécu. Moi, j'ai vécu. Alors là où j'ai été un peu moins drôle, hein, c'est que j'ai entendu la remarque lorsque j'ai pris un poste de responsable des réservations, et lorsqu'on a fait le tour pour me présenter ma nouvelle équipe, manque de peau, j'ai suivi deux jeunes femmes en train de dire, t'as vu notre nouvelle boss, il paraît que ces gens-là ils glandent de rien, donc ça promet. J'avais tout entendu, donc elles n'ont jamais compris pourquoi dès qu'il y avait une urgence, un avion qui décollait pas, ben j'appelais toujours ces deux-là. Et face à ce genre de remarques, est-ce que au final on a tellement envie de prouver qu'on en fait 2 fois, 3 fois plus? Je ne sais pas si c'est les remarques qui me font... on a toujours envie de prouver que de toute façon on le fait bien et on le fera mieux encore. Ça donne... Mais je ne pense pas que ça soit les remarques. Les remarques par contre, oui, je me dis... Aujourd'hui, on est en 2022, j'espère que ça ne se dit plus, mais j'aimerais espérer que ça ne se dit plus, puisque je sais bien qu'il y a des choses qui se font et qui se disent encore. Mais non, moi, c'est plus un tempérament. Je suis une fonceuse, et puis les autres, qu'ils soient black, blanc, beurre, je les entends pas, dès lors où ils veulent me faire croire ou penser que je ne suis pas ce que je suis. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et personne ne me fera douter de ça. Très bien. Alors justement, vous nous le dites que vous savez qui vous êtes. Je crois que votre mère et votre grand-mère jouent un rôle important dans cette définition et cette assertion de votre valeur. Parlez-nous un peu d'elle. Merci. J'ai pour habitude de dire que j'ai été élevée par 2 femmes au combat et qui m'ont appris à me regarder, à me trouver belle, à marcher la tête haute, voilà, à être moi, quoi. Mes collègues ont pour habitude de dire, tiens, Dame Ramrani arrive, parce qu'il semblerait que quand j'arrive, toc, 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 tout le monde entend, et puis je commence à sourire dans les couloirs. Mais oui, elles m'ont appris à être fière, sans doute, mais... ce sont des femmes qui bossaient. Ma grand-mère, je l'ai toujours vu bosser alors que c'est une femme âgée. Ma mère a bossé, a changé sans cesse de métier dans la commune, puisque je suis désienne, dans la petite commune, entre les gens qui l'appellent maîtresse, dirigeante. Elle a eu plein d'activités associatives en plus de ça, alors que c'était une famille monoparentale, comme on le dit aujourd'hui. Et elle m'a toujours dit, il faut que tu saches ce que tu veux et tu vas réussir. Moi, je ne peux pas te dire choisis tel métier parce que le fait que mon père soit décédé, il avait un ami qui était bien intentionné, mais qui était venu dire à ma mère, ta fille, elle est trop bonne à l'école pour qu'elle change de section, il faut qu'elle reste en seconde C. Et ma mère, elle a dit, elle ne sait pas quel métier elle veut faire, mais elle sait ce qu'elle ne veut pas faire. Donc, je lui fais confiance. Je sais qu'elle va y arriver. Elle ne va pas rester dans une section juste parce que ça plaît à certains et que moi, ça pourrait me plaire de dire que ma fille, elle a un bac C plutôt qu'un bac D. Et elles m'ont fait confiance. Ma grand-mère, derrière, exigeait, bon, bien sûr, vous connaissez les familles antillaises de l'époque, exigeait qu'on se tienne de certaines façons. Et ma grand-mère me disait, il faut toujours que tu sois là où tu dois être. Et s'il y a des obstacles, essaye de passer. Pas par la fenêtre comme je dis souvent, mais tu passeras, tu dois passer les obstacles. Sur la façon de s'exprimer par exemple, je sais pas, pour une femme de l'époque, elle nous disait arrêtez, il faut parler correctement. On saura qui tu es, une fois que quand ils sauront qui tu es, tu seras déjà assise dans leur salon. Donc tu dois passer les obstacles. Et je crois que ça c'est resté et c'est dommage parce que souvent maintenant avec du recul je me dis tiens j'aurais aimé savoir ce qu'elle entendait et où elle avait pris ça parce que ça je m'en suis toujours servi. C'est des femmes que vous vient cette aversion assumée que vous avez pour le travail mal fait. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il fallait y repasser, les choses devaient être bien faites, les choses devaient être dites et elles devaient être faites, et correctement.
Et c'est vrai que j'ai appris à gérer, moi, l'exigence que je pouvais avoir, parce qu'on n'est pas tous pareils, et j'ai appris à savoir dire à quelqu'un, lorsque, franchement, quand je le vois, le potentiel qu'il a, là, il est en train de se perdre un peu, et qu'il ne me donne pas le meilleur de lui-même. Et peut-être qu'il y a des fois, la personne n'en est pas consciente. Donc j'ai appris à le dire et à accompagner. Et ça aussi, c'est le management qui me permet de le faire. Et je pense que pour manager, il faut aussi aimer les autres. Oui. Et moi, j'ai un regard très attentif aux autres. J'écoute beaucoup les autres. Donc j'arrive maintenant à dire les choses. Au début, j'avais tendance à être un peu pet sec. S'il fait y à faire, c'est quoi ce truc? Mais maintenant, non. Pas du tout. Alors justement aujourd'hui, donc manager à Orange, comment est-ce que vous êtes arrivé à Orange en Guadeloupe en plus, puisque vous étiez en Hexagone? Voilà, donc j'étais en Hexagone dans un tout autre secteur, et puis comme j'ai eu une vie de couple, j'ai toujours une vie de couple, si vous m'entendez. J'ai une vie de couple et mon mari s'est fait débaucher par une entreprise guadeloupéenne. Et moi, là, ça a été un peu patatrac parce que je savais que le poste que j'occupais à Paris, même en province, il n'existait pas. Vous étiez chez Lufthansa? Voilà. Oui. Et il m'a regardé, mon poste à l'époque, il m'a dit, mon pote Cher France, il me dit qu'il n'a rien à vous proposer. Je vous garde une année votre poste et puis si toutefois ça ne va pas, vous pourrez revenir. Je lui ai dit non. J'ai choisi d'avoir une famille, j'ai un jeune enfant, je rentre. Si j'ai ce truc-là, jamais je me donnerai les moyens de réussir mon retour. Donc je vous suis vraiment... je l'ai remercié parce que c'était sympa qu'il me le propose comme ça, spontanément. Et je suis donc arrivée ici avec mon CV, j'ai refait le tour, j'ai écrit partout, et puis comme ça ne mordait pas tout de suite, j'ai fait des traductions à droite à gauche, tribunal, plusieurs entreprises de la place. Et je suis arrivée à l'époque dans une boîte qui ne s'appelait pas Orange, qui s'appelait France Antilles Vodafone. Je suis arrivée pour traduire un logiciel, pour mettre en place les pagers, l'ancêtre du SMS comme j'aime les appeler. Et voilà, j'ai fait ma mission de traduction qui a dû durer 2 semaines. Et à la fin de chaque mission, à droite à gauche, je laissais un CV. Et là, le DG m'a appelé, il m'a dit « Tiens, vous n'avez pas dit que vous avez une expérience de management. Nous, on cherche à mettre en place le service client. On va peut-être vous faire une proposition. Mais avant, on a le responsable commercial qui part en vacances. Peut-être que vous allez le remplacer, ça me permettra de voir comment vous fonctionnez. » Que ça ne tienne, je l'ai remplacé. 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, je crois. Après, ils m'ont fait une proposition. Sur le coup, je trouvais intéressante, même s'il y avait une bonne partie de technique. Et j'ai trouvé ça intéressant, sauf que on n'avait pas discuté salaire. Et quand j'ai fait part de mes prétentions, il m'a dit on est en train de monter la boîte, je ne peux pas vous parler de prétentions. On va plutôt dire puisque vous avez un parcours, si vous avez su réussir une fois, vous réussirez une autre fois. On tente l'aventure et après, vous verrez. Un petit peu... Parce que c'est vrai que la différence était importante, mais bon, l'enjeu... Et mon conjoint, justement, le lendemain, il me dit « Mais tu m'as pas dit quand tu as fait une proposition, pourquoi tu es encore là ?» Je dis « J'hésite quand même un peu, parce que en plus que c'est technique, c'est très différent de ce que je faisais. » Il m'a dit, écoute, t'es un petit peu chiante quand tu bosses pas, donc c'est moi qui t'amène. C'est moi qui t'amène et je te récupérerai ce soir. Et c'est parti comme ça. Et de là, j'ai été après donc responsable d'un service client. On s'est battu pour changer le capital de l'entreprise, puisqu'à l'époque, France Antilles Vodafone, c'était France Câble et Radio, des actionnaires et des actionnaires américains, puisqu'on traitait les appels de clients qui arrivaient en bateau. Et à l'époque, on avait détourné un peu l'usage du téléphone de bateau pour les voitures. Et j'étais la 13e, donc je ne suis pas superstitieuse. On s'est battu pour avoir la licence du GSM. Et là, en 96, commençait cette belle aventure où on travaillait quasiment comme à l'usine. Le matin, certains partaient se coucher, revenaient la nuit parce qu'on n'était pas assez nombreux et il fallait avoir cette licence qu'on a obtenue. Et
pour lancer enfin le GSM le 9 juillet 96 aux Antilles. Le téléphone portable qui était à l'époque Améris. Améris. Voilà. Je m'en souviens, j'étais au lycée à l'époque, c'était mon premier téléphone. Et donc c'est comme ça que vous arrivez au final. Comment est-ce qu'il y a eu cette transition vers Orange Caraïbes? Alors la transition vers Orange Caraïbes s'est faite, déjà on est devenu Améris comme vous le disiez, on a grossi très vite, 97-98 on a vraiment recruté les agences, c'était la start-up, en fait c'est l'histoire d'une start-up. Et France Télécom, qui était la société existante d'Orange, a racheté des parts, est devenu l'actionnaire majoritaire chez Améris. Et en 2000, lorsque France Télécom est devenu Orange, ça a été la même chose pour la filiale. Et on s'est retrouvé donc avec Orange, ex-France Télécom, comme disent souvent les gens, et Orange Caraïbes. Très bien. Voilà. Donc une belle aventure, vous le disiez, une belle start-up. Oui, de 13 salariés, on a terminé à 350. Et puis vous avez tout fait dans cette boîte. Oui, dans cette boîte, alors ça a été une belle opportunité puisque finalement, sans changer d'entreprise, j'ai changé en moyenne de métier tous les 3 ans et demi. Ouais. Oui, j'ai tout fait. J'ai fait de la gestion de projet réglementaire, puisqu'il y a eu aussi les projets avec l'ARCEP. Après, bien sûr, avoir mis en place le service client, j'ai géré l'externalisation de ce service qui m'a permis, ça a été mon premier projet de transformation d'ailleurs. Après la gestion de projet, je suis partie sur tout ce qui était pilotage, soutien, satisfaction client, où on faisait les enquêtes de satisfaction, vérifier la qualité du service qu'on délivrait aux clients, la fidélisation aussi, avec le renouvellement des terminaux, Alors, les places de concert sont arrivées plus tard, mais c'était surtout à cette époque des cadeaux qu'on faisait à nos clients pour des soirées. Je ne sais pas si ça dit encore des choses, des soirées opéra. Je m'en souviens. Voilà, avec des artistes plutôt pas mal et qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer sur le territoire. Et puis, je suis partie à la distribution, puisque moi, je suis quelqu'un de convaincu, je suis beaucoup dans l'anticipation. À un moment, on a 2 entreprises qui ont le même nom, qui se côtoient. Pour le client, c'était vraiment compliqué. Donc, j'étais convaincue qu'on ne pouvait pas avoir des agences Orange Caraïbes d'un côté, des agences Orange de l'autre, et que surtout, une agence ne pouvait pas être qu'un lieu où on fait des réclamations. Il fallait aussi faire de la vente. Donc, il y a déjà eu cette première transformation à faire. Et après, rapprocher les 2 directions de distribution. Donc ça a été c'est du travail. Oui, mais de très belles expériences, parce qu'on apprend à mieux connaître les gens, à écouter, à négocier, à faire preuve de persuasion. Et surtout, lorsque vous réussissez un projet pareil, vous êtes confiant et conscient aussi qu'il fallait le faire, parce qu'il y a le sens de l'histoire des fois qui nous pousse à résister au changement, mais les choses doivent se passer parce que on sait que c'est là qu'il faut aller, sauf qu'il faut utiliser la manière, la bonne manière. Alors justement, ce qui est remarquable, vous nous parlez de ces projets de transformation, c'est que vous avez mené beaucoup de projets de transformation au cours de votre carrière et particulièrement chez Orange. Quels sont vos retours d'expérience, les meilleures pratiques que vous pourriez partager avec celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est toujours compliqué, la conduite du changement, et particulièrement quand on est une femme manager. Alors, la conduite du changement, c'est vrai qu'elle est compliquée. Alors, moi, je pense que le premier conseil, c'est être soi-même convaincu du projet. Parce que si vous portez le projet de quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas convaincu du bon sens, du bien fondé de l'histoire, vous ne pourrez pas avoir un discours sincère. Et comme on sait que naturellement, l'être humain, il a beau savoir qu'il faut, ça je dois le faire de cette façon, il n'est pas prêt et puis il aime bien garder un certain confort, de certaines habitudes. Donc il faut déjà être convaincu soi-même, avoir de l'anticipation, être quelqu'un de visionnaire aussi, parce qu'il faut être capable d'aider
l'autre à se transposer. Voilà ce que tu vas devenir, voilà ce que ton métier va devenir, voilà l'organisation qui sera en place et comment tu pourras y trouver ta place. Et ça, c'est de l'accompagnement, c'est de l'échange quotidien. Faut pas avoir peur des réunions. Moi, j'en ai eu mais sur certains projets, mais alors, on a toujours l'impression que c'est beaucoup trop, mais c'est jamais trop. Parce qu'ici, presque des fois, jamais assez. Et que toutes les transformations aussi qu'on mène ne sont pas... C'est pas parce qu'on va en mener plusieurs que la dernière va être facile. Et pourtant, après en avoir fait plusieurs, la dernière là que je viens de faire avec la com, parce qu'il a fallu regrouper la direction de la communication, j'ai quand même fait une erreur, puisque j'avais une équipe moins importante que tout ce que j'avais fait jusqu'ici, que tout le monde était convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. J'ai un peu négligé les échanges, les one-to-one. Je suis allée en me disant que c'était facile. En fait, il n'y a jamais de projet de transformation facile. Parce que malgré mon expérience, j'ai dû à un moment faire marche arrière et repartir dans les one-to-one. Ce qui m'a fait perdre du temps. C'est intéressant ce que vous venez de faire, dire que j'ai fait une erreur. Quand on est un manager, c'est important de se remettre en question, de savoir le faire. C'est important de savoir le faire et c'est important de le partager avec les équipes. Ouais. Les équipes aujourd'hui, je partage, de tout temps d'ailleurs, je partage avec eux les compliments, je partage avec eux aussi les échecs, hein, et je leur dis voilà ce qu'on aurait pu mieux faire, voilà ce qu'on a super bien fait. Je dis tout ce qui est positif et aussi ce qui est négatif, et si je me trompe, je le partage, et d'ailleurs je leur demande mon avis, et ma phrase souvent c'est de dire qu'avec vous on va y aller mieux et plus vite, parce que je peux y aller seul, mais peut-être que je ne vais pas embarquer toutes les composantes autour. Chacun a une expérience et a quelque chose à apporter à l'autre. Et c'est pour ça que j'écoute beaucoup. Alors, dernière question, Marie-Agnès Ramrani. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes professionnels, et en particulier les jeunes femmes qui nous regardent ce soir, notamment en ce qui concerne les codes non écrits? Les codes non écrits. Oui, alors déjà les jeunes femmes, je vais leur dire, soyez vous. Écoutez ce que vous avez, vous, envie de réaliser. Ne réalisez pas le rêve de quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un que vous adorez, nos parents, nos conjoints. Réalisez votre propre rêve. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas renvoyer une image de vous qui n'est pas la vôtre, parce qu'en face de vous, c'est pas toujours quelqu'un qui vous connaît. Même quelqu'un qui vous connaît peut se faire des interprétations. Par contre, profitez des gens que vous allez rencontrer, qui seront prêts. Il y a beaucoup de mains tendues, il y a des gens qui sont prêts à vous donner des conseils. Et ce n'est pas pour vous faire échouer, parce qu'ils vous ont vu. Je crois qu'il faut apprendre à voir les gens qui sont sincères. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont sincères et qui sont prêtes, qui vous donnent des conseils. Ça peut ne pas nous plaire sur le coup, hein. Ça peut ne pas plaire. Moi, je sais que les premières fois, on m'a dit « t'as un petit air hautain ». Ça ne m'a pas plu, mais j'ai un peu analysé, et puis j'ai la chance d'avoir quand même un conjoint avec qui on est très, très fusionnel. Je lui ai dit, écoute, ce petit air hautain, on en a parlé dans ta famille, tu m'as dit une fois, sans dire hautain, il fallait gommer certaines choses, genre le petit côté que je vous disais tout à l'heure, où je disais, ça c'est ni fait ni à faire, c'est pas comme ça qu'on fait. Il m'a dit non, mais c'est parce que tu as un rictus, quand ça ne te plaît pas, on sait tout de suite, et la personne en face ne se rend pas compte que c'est peut-être positif. Donc ça, oui, j'ai appris à bien dire aux gens, parce que moi j'adore accompagner les gens, mais les stagiaires, j'en prends beaucoup. Donc j'ai bien appris à dire lorsque c'était négatif, en gardant le visage le plus neutre possible. Voilà. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment savoir ce qu'on déteste déjà, et ne pas accepter de compromis mous, ni ne pas céder non plus à la facilité, parce que quand on cède à la facilité, après on peut le payer pendant toute une carrière, ne pas être épanoui, à vivre de regrets, et ça donne pas des postures très sympa. Et puis, alors je ne sais pas si, ça je l'ai vu davantage quand je suis arrivée ici, je ne sais pas si c'est notre éducation aussi des fois, on est quand même des femmes dures, hein, alors on est comme ça. Dans le milieu du travail, il y a des choses dans les codes des non-dits
il y a des choses que vous voyez s'exprimer. Je trouve qu'il y a d'autres façons de rentrer dedans, sans être bougon, sans y aller directement, parce une fois qu'on est bougon, qu'on a un peu fait notre sale tête, l'autre en face, il pense vraiment qu'il a raison. Ouais. Et quelquefois, c'est peut-être même ce qu'il voulait. Alors qu'il y a une autre façon d'y rentrer dedans, tout en finesse, en lui montrant, écoute, tu vas me voir là, mais moi, me voilà. Plus de diplomatie. Voilà, c'est exactement ça. Très bien. Sur ces bons conseils, vraiment, je vois que tout le monde écoute religieusement. Alors Amanda, qu'est-ce que vous avez retenu de ces conseils de Marie-Agnès Ramrani? Alors, parcours inspirant, moi je l'écoutais avec beaucoup d'admiration. Vraiment, déjà être une femme et être à la tête d'un grand groupe, puisque moi je connais pas toute l'histoire d'Orange. Et là, j'ai appris quelque chose et c'est vraiment, vraiment génial. Maëlle, de votre côté, là aussi je vous ai vu regarder avec beaucoup d'admiration. C'est vrai que beaucoup me connaissent sur ma casquette de responsable de centre de formation, mais au-delà de quoi, mon premier métier, c'est la communication. Et c'est vrai que toutes les facettes du métier dont elle a parlé me font forcément écho, puisque quand je suis rentrée en Guadeloupe, c'est vrai que j'avais l'impression que la communication était un domaine qui était peu compris des entreprises, et c'était souvent un poste qui était occupé par des personnes qui n'étaient pas formées pour. Et moi, j'ai dû me battre à mes débuts en tant que responsable de communication pour faire comprendre que c'était une méthodologie et un vrai métier qui demande des compétences. Aujourd'hui, je ne suis pas peu fière de voir que les entreprises ont pris attache à des vrais professionnels pour pouvoir évoluer, parce que c'est vrai qu'on a tout à faire encore en communication en Guadeloupe et que les pratiques évoluent très très vite. Oui. Et pour rester dans les tendances, c'est vraiment nécessaire de se former et d'être à la pointe des choses. Et perpétuellement en veille. Joël, ce parcours avec tous ces switches chez Marie-Agnès Ramrani, ça vous parle également? Ça me parle et ça m'inspire, puisque moi, à l'aide de mes 40 ans, je suis très très friande de parcours et d'expériences comme celle-ci, qui montrent qu'une vie n'est pas linéaire. Une carrière est faite de changements, on s'adapte, on va vers nos envies en fait. Et j'adore ça. Ça m'a beaucoup inspirée, vraiment. Très bien, donc mission accomplie alors. Hein. Ah oui. Merci beaucoup Marie-Agnès Ramrani. C'est moi qui vous remercie, en tout cas, l'ambiance c'était très sympa. Alors attendez de voir la deuxième partie. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, en remerciant de nouveau notre invitée Marie-Agnès Ramrani, on rappelle que vous êtes directrice de la communication et de la responsabilité sociale des entreprises chez Orange Caraïbes. On se retrouve juste après la publicité. Nous sommes de retour sur le plateau des experts au féminin avec nos chroniqueuses. Rebonsoir mesdames. Amanda, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Bonsoir, nous allons parler du podcast lancé par Foodil. Ah, appétissant tout ça. Et de votre côté, Joël? Ce soir, on va parler d'As a Guest, une start-up engagée dans le secteur hôtelier et un très bon plan pour les entrepreneurs qui voyagent. Très bien. Maëlle, avec vous, je crois que nous allons parler de Business Island Girls. De quoi s'agit-il exactement? Oui, tout à fait. Ce sont des business coachs en ligne qui nous viennent tout droit de la Martinique et qui ont pour vocation d'accompagner les femmes des îles de la Caraïbe dans l'entrepreneuriat. Très bien. Alors, mesdames, vous êtes en duplex Skype avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais tout à l'heure en coulisses à Maëlle qu'il fallait absolument que nous parlions parce qu'avec Caribbean Boss Lady, je suis convaincue qu'on a des choses à faire ensemble. Absolument. Pour l'invitation. Et c'est vrai que d'ailleurs Axel a été une des pionnières dans cette idée de la femme qui entreprend dans nos îles. Donc on te remercie pour le travail que tu as effectué pendant toutes ces années. Je vous remercie. Je vous laisse entre les mes expertes de Maëlle. Bonjour Mina et Flo, je vous remercie d'être présente sur ce volet spécial de l'entrepreneuriat au féminin. Alors je vous laisse vous présenter ce qu'est Business Island Girl.
Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois Maëlle. Alors moi je suis Florence Turiaf, le plus souvent à Business Islanders on m'appelle Flo. Moi je suis Elmina Monlucalix et le plus souvent on m'appelle Mina. C'est ça. Et donc, nous avons fondé Business Island Girls en 2020, justement, parce qu'on a ressenti ce besoin d'accompagner les femmes comme nous qui avaient cette envie d'entreprendre, cette envie de changer de vie. Mais au-delà de ça, Business Island Girls, au-delà du business, c'est vraiment la mission d'aider les femmes à s'émanciper à travers cet outil qu'est l'entrepreneuriat, qui est tellement puissant, qui nous permet de pouvoir créer, en fait, de nouvelles réalités, que ce soit au niveau de notre épanouissement personnel, professionnel, mais également notre liberté financière. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. On aide à concrétiser ces idées qu'on a dans notre tête et à créer des entreprises qui sont pérennes et qui vont pouvoir vraiment générer de l'argent et nous rendre heureuses également. C'est exactement ça. Très bien. Alors, justement, vous qui accompagnez les femmes entrepreneurs au quotidien, quelles sont les spécificités que vous avez notées chez nous, femmes de la Caraïbe et des Antilles? Alors, il y a énormément de particularités, c'est-à-dire que premièrement, on voit qu'on a beaucoup de capacités, beaucoup de résilience, beaucoup d'énergie, mais pour autant, on a une faille, tout ce qui est au niveau développement personnel, tout ce qui est au niveau confiance en soi, tout ce qui est au niveau de nos capacités personnelles à pouvoir déployer une entreprise durable. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce schéma très masculin, on a l'impression qu'on ne pourra pas le faire par nous-mêmes et c'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner ces femmes dans leur entièreté, c'est-à-dire tant au niveau développement personnel qu'au niveau business pur ou, comme Flo l'a dit tout à l'heure, au niveau de leur liberté financière. Justement, quelles sont les différentes propositions d'accompagnement que vous leur proposez pour passer le cap et avoir justement cet objectif d'entreprise pérenne? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on accompagne vraiment à tous les stades de l'entrepreneuriat. On a commencé véritablement avec des entrepreneurs débutantes, c'est-à-dire qu'on a un programme qui s'appelle la BIG Academy, qui est un programme qui répond à 3 problématiques principales, le besoin de savoir, le besoin de connexion et le besoin d'accompagnement. Donc, vous allez retrouver des formations en ligne sur tous les domaines du business et aussi du développement personnel. Il y aura les coachings qu'on va faire mensuellement pour pouvoir justement aider à débloquer des choses qu'on n'arrive pas à faire seul, mais également la connexion, c'est-à-dire qu'on a un réseau de plus de 400 femmes qui sont là, qui s'entraident, qui se conseillent mutuellement également. Donc, c'est vraiment cette communauté. Voilà. Exactement. Donc, ça, c'est plus pour les entrepreneurs qui sont au début, moins de 3 ans d'expérience, etc., qui sont vraiment en phase de développer, de créer leur projet d'entreprise. Mais maintenant, on est aussi en capacité d'accompagner les entrepreneurs qui sont à un niveau déjà plus élevé, qui génèrent des chiffres d'affaires réguliers, qui ont une clientèle régulière, qui ont un produit qui est déjà prouvé, validé, mais qu'on va les aider à vraiment scaler leur entreprise. Donc, c'est-à-dire développer pour pouvoir passer un cap où on va générer plus de 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, se créer une équipe également, puisque souvent, on en parlait la dernière fois sur notre podcast, qu'on a des entrepreneurs qui se créent des jobs et pas forcément des entreprises. Donc, l'entreprise reste dépendante de nous-mêmes et si on arrête de travailler, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ce qu'on aide vraiment nos clients à faire, c'est de vraiment créer des structures, des procédures et vraiment des entités séparées d'elles-mêmes qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs, mais également de pouvoir un peu alléger cette pression qu'on a en tant que solopreneur très souvent. Exactement. Et on fait ça. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, vous avez depuis 2020 une audience très au rendez-vous qui est vraiment au fait de toute votre actualité. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'horizon de Business Island Girls pour continuer cette démarche d'accompagnement? Alors, en fait, on va dire notre particularité, c'est qu'on accompagne nos clientes au même titre qu'on se développe nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une vision, on a un plan, on a beaucoup de stratégies, mais c'est vrai qu'on les confronte à notre évolution personnelle et dans les années à venir, on tend à vraiment diversifier cet accompagnement et ne pas le laisser au même niveau qu'il est parce qu'effectivement, on évolue et peut-être qu'il ne sera plus approprié. Donc, en fait, on a pas mal de choses en perspective. Comme notre sommet annuel, sommet virtuel qu'on fait chaque année, qui va vraiment rassembler la crème de l'entrepreneuriat des îles et de la diaspora. On va vraiment chercher à prendre des experts qui vont pouvoir venir délivrer de la valeur. Donc, ce sommet va revenir au mois de juin. Petit scoop. Voilà. Début juin. Ouais. Très, très début juin. Il faut rester connecté. Et effectivement,
qu'on est sur quelque chose qui est au goût du jour, qui est, on va dire, très actuel et même très avant-gardiste, même là-dessus. Donc, on ne peut pas en dire plus. On nous a déjà dit énormément d'informations, mais c'est pour vraiment aider notre peuple à pouvoir se développer en même temps que le reste du monde. C'est ça, ne pas constamment être en retard. Je tiens à ce que vous puissiez rapidement, mesdames, nous expliquer ce qu'est le sommet parce que pour moi, c'était un événement incontournable l'an dernier, en 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut y attendre et qu'est-ce qu'on pourra brièvement voir pour ce sommet 2022? Absolument. Alors déjà, le sommet virtuel, c'est le rendez-vous de l'entrepreneuriat dans les îles et dans la diaspora, où on rassemble vraiment des experts qui vont pouvoir délivrer de la valeur, mais vraiment de façon généreuse, comme Maëlle l'a fait l'an dernier, avec plein d'autres experts qu'on avait, comme Olivier Laouché, fondateur de Trace, Félicia Ross, grande artiste et entrepreneur international d'Haïti, etc. Donc en fait, on va vraiment chercher les personnes qui vont pouvoir délivrer des stratégies concrètes à notre audience pour pouvoir vraiment progresser dans le développement de leur entreprise. Mais au-delà de ça, c'est une expérience où cette année, on va vraiment mettre l'accent sur, au-delà du fait d'écouter les experts, il y aura vraiment cet aspect d'interactivité où on va pouvoir activement mettre en pratique les stratégies qu'on va vous enseigner durant le sommet. Et ça, on va le faire grâce à une technologie très avancée qui va vraiment être exceptionnelle en termes d'expérience pour les participants. Ça va être vraiment, vraiment fun. Et puis surtout, au-delà de ça, pour nous, ce qui est important pour le sommet de cette année, Mina et moi, on s'est rencontrés sur Internet dans un événement virtuel, une conférence virtuelle. Et donc, ce qu'on souhaite depuis le début, c'est que vraiment, grâce à la technologie qu'on critique très souvent, qu'on puisse se dire, ben non, là, on va vous créer un événement virtuel qui va vous permettre de rencontrer votre prochain investisseur, votre prochain collaborateur, votre prochaine meilleure amie business, etc., etc. Vraiment qu'on puisse avoir cet aspect de connexion et que ce soit un lieu qui crée des rencontres et des rencontres qui vont avoir un impact positif, en fait, sur les êtres humains qui vont participer tout simplement et les entreprises. Exactement. Alors, comment pouvons-nous vous suivre pour ceux et celles qui vous connaissaient pas jusqu'à cette émission? Est-ce que vous pouvez nous laisser vos coordonnées, page Facebook, Instagram et tout ce qui en suit? Yes, absolument. Alors, vous pouvez nous trouver sur businessislandgirls.com, BIZNES. Island Girls. On est très actifs sur Instagram. On a également un podcast où on publie des épisodes où on analyse des stratégies business, etc. chaque semaine. Donc, vous pouvez écouter ça sur Apple Podcast, YouTube aussi. Donc, c'est Secret Business avec Mina et Flo. Et on a également une newsletter dans laquelle on va délivrer de la valeur chaque semaine, vous donner des conseils, vous montrer un petit peu les coulisses de ce qui se passe de notre côté. Donc, vraiment, c'est vraiment la plateforme que vous préférez, vous la choisissez, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, les podcasts. En tout cas, il y a plein de façons de pouvoir rester en contact avec nous et on sera heureuse d'échanger avec votre audience. Je vous remercie beaucoup pour cette magnifique intervention et on se dit à très bientôt, je l'espère. Merci. À bientôt. Mesdames. Merci. En tout cas, merci Maëlle pour cette belle redécouverte me concernant. C'est vrai que ce sont des jeunes femmes que je suis avec plaisir et elles me rappellent un petit peu Mylène Colmar et moi ou encore d'autres business besties comme on dit. Elles ont traduit ça bien par meilleure amie business que je connais. Joël et Amanda, ça vous a parlé cette complicité des femmes qui entreprennent ensemble? Moi j'adore, franchement tout ce qui est sororité, moi ça me parle. Je trouve que c'est vraiment nécessaire dans le climat actuel de se soutenir les unes les autres et c'est une très très belle initiative. Très bien. Amanda, ça vous parle aussi? Oui, beaucoup. Ça change un petit peu du concept des femmes qui se tirent entre elles et là j'adore. Oui, c'est vrai qu'il y a ce préjugé qui nous colle tellement. Il faut dire aussi que certaines femmes n'aident pas. Il faut qu'on puisse faire notre autocritique des femmes, les catfights comme disent les Américains. Le combat de chat. Mais voilà, de voir des femmes qui entreprennent des choses extraordinaires comme ça pour pouvoir empouvoirer d'autres femmes, on dit oui, 200% validé. Alors Joël, on reçoit aujourd'hui un invité qui sera par Skype. Dites-nous en plus. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on reçoit le cofondateur d'As a Guest, Damien Montambeau. C'est une start-up dans le secteur hôtelier qui est très engagée. Ouais. Et moi, quand je voyage, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, j'aime séjourner dans de beaux établissements.
c'est mon petit truc. On l'a vu sur Instagram. Et quand ils ont démarré, ça a attiré mon attention parce qu'ils sélectionnent en fait de beaux établissements et ils proposent sur leur site de vente privée des nuitées à tarif unique et très accessibles en fait. Donc c'est vraiment très intéressant pour les télétravailleurs, les digital nomades, ceux qui se déplacent pour le travail et pas que. Et j'ai voulu qu'on le reçoive pour qu'il nous parle un petit peu de son entreprise. Très bien. Nous l'avons justement en duplex via Skype. Bonsoir Damien. Bonsoir, merci. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau des experts au féminin. Et merci de nous recevoir, on est très heureux d'être là. Alors, on s'est rencontrés à Paris il y a quelques jours au cours de l'entretien. C'était vraiment très agréable. J'aimerais, avant qu'on démarre cet entretien, que vous nous présentiez un petit peu As a Guest, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette belle marque. Eh bien, merci. As a Guest, en fait, c'est très simple. Notre constat de départ, c'est qu'il y avait beaucoup d'invendus hôteliers, et notamment dans l'hôtellerie indépendante. Et on a donc souhaité profiter de ces invendus pour proposer une expérience de voyage qui soit différente, avec 3 dimensions qui sont importantes pour nous. C'est l'expérience client, c'est la rencontre des hôteliers, et puis c'est toute la dimension sociétale qu'il peut y avoir derrière, parce qu'effectivement la période des invendus, la période creuse du tourisme, c'est aussi une façon de prolonger, de pérenniser l'activité locale, l'activité touristique, l'activité économique, et donc c'est tout un travail qu'on fait aussi avec les acteurs locaux qui sont autour de l'hôtellerie. As a Guest, c'est le premier site de vente privée touristique à tarif unique, solidaire et responsable. À tarif unique parce qu'en fait, il n'y a pas de question de prix sur le site As a Guest. Tous les hôtels sont au même prix toute l'année. Et ça permet effectivement de ne plus avoir à se poser de questions. Arrivez sur le site, vivez une expérience As a Guest, découvrez des beaux hôtels, rencontrez des hôteliers qui sont passionnés par leur métier. Et puis, avec l'argent que libère effectivement ce bon plan, finalement, vivez des expériences locales, c'est ça le but. C'est excellent. Tout le monde y gagne en fait. Les hôteliers, les clients, c'est une très belle démarche. La pandémie a beaucoup secoué le secteur hôtelier justement. Comment vous en êtes sortis ? Alors, effectivement, on a fait preuve de beaucoup de résilience avec les hôteliers. On a travaillé main dans la main avec les hôteliers pour comprendre leurs problématiques. Ça nous a amené notamment à créer une offre qu'on appelle Flex, qui a répondu à la fois aux attentes des hôtels et puis des touristes qui étaient dans l'incertitude permanente des confinements, des déconfinements. Donc, on a accompagné ça en proposant effectivement la possibilité d'annuler son séjour jusqu'à J-1, jusqu'à la veille de l'arrivée. C'est aussi tout le travail qu'ont effectué nos concierges, puisqu'on a un système de conciergerie en fait qui est intégré à The Guest pour préparer les séjours, pour accompagner au mieux les nomades professionnels, touristes, pour faire en sorte que leur voyage soit le plus réussi possible. Et puis, on a effectivement travaillé sur l'évolution de l'offre. Donc, un peu en avant-première, on peut annoncer heureux que nous lancerons dans quelques jours, semaines, une offre un peu plus luxe qui permettra une expérience encore différente. De la tester, cette offre premium durant ces vacances. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels objectifs vous souhaitez atteindre avec cette offre et quelles cibles vous aimeriez toucher ? L'objectif de cette offre, c'est à la fois d'élargir l'expérience client en proposant effectivement que ce soit de façon plus épisodique pour une occasion un peu spécifique ou parce que on a vraiment envie de se faire plaisir, on a les moyens de se faire plaisir, d'aller découvrir des hôtels très haut de gamme, sans parler de luxe, de très haut de gamme, de très beaux établissements, 4 étoiles, 5 étoiles, notamment dans les grandes métropoles européennes, mais pas seulement, dans les dom-tom aussi, avec des destinations qui sont particulièrement intéressantes, qui donnent envie de voyager, de vivre une expérience qui est vraiment à la hauteur de notre promesse, parce que notre promesse finalement, c'est l'art de donner du sens au voyage. Donc, donner envie de se projeter, de rencontrer les populations locales, de découvrir l'artisanat local, de découvrir le folklore au sens positif du terme. Et donc, effectivement, cette offre premium, elle a avant tout cette ambition de permettre d'aller découvrir des lieux un peu plus privilégiés, un peu plus courus, mais en période creuse.
Bien. J'ai parlé de vous comme étant une start-up engagée. Je sais que dans votre modèle économique, vous avez inscrit votre engagement en faveur de la formation et de l'économie touristique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, à The Guest, effectivement, depuis l'origine, on a décidé de soutenir des fondations, des associations reconnues d'utilité publique. On reversait traditionnellement 20 cents d'euros par nuitée vendue. Ça peut paraître dérisoire, mais dans un modèle économique, ça pèse. Et puis, pendant la pandémie, on est allé plus loin. Juste, en fait, en poursuivant notre logique, on est devenu l'une des 250 sociétés à mission françaises. Et on a inscrit ça dans notre ADN, dans nos statuts. C'est-à-dire qu'on verse aujourd'hui, on consacre, plus que verser, on consacre 1% de notre chiffre d'affaires au soutien à la filière touristique, au tourisme durable de façon globale, avec 3 volets. Un premier volet qui est la formation des jeunes au métier de l'hôtellerie et de la restauration pour faire perdurer le savoir-faire, le transmettre. Le deuxième sujet, c'est l'accès à la culture et la création culturelle. Et le troisième sujet, non des moindres, c'est alors, j'aime pas le terme, on va l'employer comme ça quand même, c'est la compensation de l'empreinte carbone et la sensibilisation à la biodiversité, puisque effectivement, nous créons des puits de carbone avec un partenaire qui s'appelle Ecotree, qui est très connu en Europe, pour créer des puits de carbone et donc compenser l'empreinte carbone des réservations des séjours couverts sur les îles. C'est une vraie plus-value. Alors non seulement on se fait plaisir en voyageant dans des établissements haut de gamme, avec des expériences premium, etc. Et en plus, on est vraiment utile. Donc, félicitations pour ce que vous mettez en œuvre. Je sais que vous allez vous développer bientôt dans l'Europe du Sud. Il nous tarde que vous veniez dans nos belles îles pour proposer aux hôteliers indépendants votre gamme. Franchement, bravo. Et merci encore pour votre présence sur le plateau des experts au féminin. Merci beaucoup, Joël. Merci. Merci de votre accueil. À bientôt. À bientôt. Voilà un très beau concept et effectivement pour nous, île de la Caraïbe, soumise à ces aléas climatiques que nous connaissons, avoir une entreprise responsable comme ça, c'est très très intéressant. Alors, sans plus tarder, on va se retourner vers Amanda puisque notre producteur nous fait signe que ça file au niveau timing. Amanda, vous allez nous parler du podcast Foodil. Alors, petit rappel avant d'avoir votre invité en duplex Skype. Qu'est-ce que Foodil ? Nous avons déjà eu Jessica Brudet en invité d'ailleurs. Alors c'est vrai que maintenant on ne présente plus vraiment Foodil, mais on sait que Foodil c'est une application qui met en avant les acteurs, les bons plans culinaires sur le territoire. Et après Foodil le Mag, Foodil a lancé enfin son podcast en 2022 là maintenant. Et du coup on reçoit Jessie Schuster qui anime aussi ce podcast avec Jessica Brudet, la fondatrice de Foodil. Excellent. Nous allons avoir dans un moment Jessie Schuster. On rappelle que Jessie Schuster, elle est connue pour être journaliste, une journaliste indépendante qui nous fait rêver et c'est aussi une Caribbean Boss Lady dans toute sa splendeur. Elle a travaillé à Miami, dans les îles également. Elle était reine du carnaval de Miami. Donc c'est vraiment une Caribéenne entrepreneur qui a déjà fait sa place dans le milieu et c'est vraiment un honneur de la recevoir. Bonsoir Jessie. Bonsoir, merci pour cette belle introduction. Bonsoir Jessie Schuster, merci d'être avec nous sur le plateau. Avec plaisir. Pouvez-vous nous dire rapidement votre parcours ? Oui, alors Foodil, c'est vraiment une très belle expérience. Alors effectivement, mon introduction pourrait rajouter une grande gourmande et ça a été un honneur pour moi quand Jessica et Mylène m'ont demandé donc de présenter ce podcast aux côtés de Jessica. Donc Foodil, c'est une aventure depuis 2018 pour le magazine et bien avant parce que c'était la première fois qu'on pouvait vraiment avoir toutes ces informations culinaires réunies en un seul lieu. En plus, c'était digital. Donc ça a vraiment révolutionné le monde culinaire au niveau marketing, au niveau même des informations en Guadeloupe. Même les touristes, en fait, arrivant en Guadeloupe, pouvaient maintenant savoir les bonnes adresses. Et ce podcast, c'est, je pense, une logique parce qu'on avait déjà fait le magazine, donc il y avait tout ce qui était digital. Et maintenant, nous interviewons donc des chefs, des personnalités et on leur pose des questions gourmandes. Alors, quelle est la fréquence du podcast Foodil ?
retrouvez le podcast Foodie de tous les samedis avec de nouveaux invités. D'ailleurs, le prochain invité, si je vous dis eh oui, c'est M. Sadiq que nous avons le plaisir de recevoir dans le prochain Foodie podcast. Et bien sûr, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc, n'hésitez pas, c'est super intéressant. En tout cas, Jessie Schuster, je vous remercie en tout cas pour votre énergie que vous apportez sur le plateau, mais aussi sur les prochains podcasts. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus et à très bientôt. Découverte, Mylène, Jessica, Jessie, ce sont des femmes, des entrepreneurs à impact, comme j'aime bien dire, que j'admire beaucoup. Et en plus, je crois qu'elles enregistrent le podcast chez vous, Maëlle. Tout à fait, tout se passe à Ireza. Ah, Ireza, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Bon, en tout cas, on restera attentive à la sortie du prochain épisode avec Monsieur Sadiq. On a retenu ça. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité et de votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, continuez à nous suivre sur les réseaux.